Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le monde marque une pause ce 8 mars. Les femmes sont au centre des réflexions à propos de l'avancée de leurs droits. L'heure est au bilan. Côte d'Ivoire, quels sont les acquis à consolider? Que reste-t-il à améliorer pour plus de droits et de promotion des femmes? L'appel est lancé à investir en leur faveur. Le président libérien Joseph Boakai vient d'achever sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a eu une série d'activités avant son départ d'Abidjan. Joseph Boakai était au CNRA, Centre national de recherche agronomique. Il veut faire profiter à son pays l'expertise ivoirienne dans la recherche agronomique. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara, en visite au Maroc, s'est rendue au centre pour sourds et malentendants de la fondation Lala Asma. C'est une structure qui offre une scolarité spécialisée permettant aux enfants malades de suivre un parcours complet. Au Sénégal, la date de la présidentielle est désormais connue. Elle est fixée au 24 mars prochain. La campagne électorale démarre demain 9 mars pour 12 jours au lieu de 21 selon la loi électorale. Mais des questions demeurent, la coïncidence avec le ramadan et la détention de l'un des 19 candidats à la présidentielle. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, une journée dédiée à toutes les femmes dans le monde. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation destinée à promouvoir les droits des femmes et l'égalité. Ce 8 mars 2024, comme les années précédentes, on fait donc le point. On s'interroge sur les avancées des droits des femmes. En Côte d'Ivoire, l'heure est aussi à la réflexion autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Les associations féminines appellent à plus de droits et de promotion de la femme pour le développement du pays. Et avant de revenir plus largement sur cette journée, je vous convie maintenant à voir l'axe Yamoussoukro et Monrovia qui se renforce. Le président libérien Joseph Boakai vient justement de séjourner dans notre pays. Il a quitté Abidjan aujourd'hui même après 48 heures de visite à la veille de son départ. Il a pris part à un déjeuner officiel offert par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un moment de communion, de partage. Le chef de l'État libérien a été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national. Le reportage de Mahama Traoré. Un toast pour célébrer la longue relation d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Mieux, Joseph Nyoma Boakai, le président libérien, reçoit une distinction honorifique ivoirienne. Nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national. Ému par cette distinction, Joseph Boakai réitère sa détermination à consolider le partenariat ivoiro-libérien. For many years, our two countries have enjoyed very peaceful and productive relationships. J'accepte l'honneur qui m'a été fait et je voudrais sincèrement vous féliciter, chers frères, pour ce geste de distinction qui me touche profondément. Nous avons été capables de montrer pendant plusieurs années que nous sommes des amis véritables dans notre sous-réseau, à travers les chefs d'État de nos pays. Pendant plusieurs années, nos deux pays ont profité des relations paisibles et productives. Et donc, ma venue ici s'inscrit dans la ligne de tout ce qui a été fait pour renforcer nos relations entre les deux pays. Nous sommes venus jusqu'ici pour explorer avec vous les nouveaux domaines ou secteurs de coopération, plus précisément dans l'amélioration des échanges commerciaux interfrontaliers. L'appel de Joseph Boakai a un écho favorable auprès de son homologue ivoirien. Pour Alassane Ouattara, la coopération entre les deux pays doit s'intensifier, surtout au niveau des échanges économiques. Monsieur le Président, chers frères, je note avec satisfaction que la Côte d'Ivoire et le Libéria partagent le même idéal de développement et disposent d'importantes potentialités susceptibles de nous permettre de réaliser notre commune aspiration à une intégration réussie
de nos économies. Je me félicite à cet égard de la bonne disposition de nos gouvernements à œuvrer de concert au renforcement de notre coopération pour le bonheur de nos populations en quête de bien-être et de prospérité partagée. Dans cette perspective, il nous faudra intensifier davantage nos échanges économiques et commerciaux qui avoisinent les 50 milliards de francs CFA afin de les porter à un niveau qui reflète réellement nos potentialités et nos nombreux atouts, notamment en matière agricole, minière, minérale et énergétique. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent des relations diplomatiques depuis le 31 juillet 1961. Le président libérien Joseph Boakai a eu donc une série d'activités à Abidjan avant de regagner Monrovia. Il était aujourd'hui même au CNRA, comme vous le voyez sur ces images, au Centre national de recherche agronomique. Le Libéria est intéressé par la recherche, le transfert de technologies, la mécanisation et surtout la transformation. Et le président Joseph Boakai veut faire profiter à son pays l'expertise ivoirienne. Voilà, après 48 heures donc de visite d'amitié et de travail dans notre pays, le président libérien a regagné son pays. Il a quitté Abidjan même cet après-midi. Le chef de l'État libérien, Joseph Boakai, a été raccompagné à l'aéroport par le vice-président Temoko Meliette Kone. Et lors de son séjour en terre ivoirienne, je rappelle, il a réaffirmé sa volonté d'intensifier la coopération ivoiro-libérienne dans divers domaines pour le bien-être des deux peuples, libérien et ivoirien. On va maintenant s'intéresser aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, en visite au Maroc. S'est rendue au centre pour sourds et malentendants de la Fondation Lala Asma. C'est une structure qui offre une scolarité spécialisée permettant aux enfants malades de suivre un parcours complet du primaire jusqu'au baccalauréat avec la possibilité d'accéder à une licence et un master spécifique. Mama Traoré. Dominique Ouattara poursuit sa mission humanitaire au Maroc. Ce jeudi, elle était au centre pour sourds et malentendants de Rabat, centre créé par la Fondation Lala Asma. Cet établissement a pour vocation d'offrir une scolarité spécialisée permettant aux enfants victimes de surdité et malentendants de suivre un parcours complet du primaire jusqu'au baccalauréat avec la possibilité d'intégrer l'enseignement supérieur. Une visite guidée des lieux en compagnie de son Altesse royale, la princesse Lala Asma, a permis à Dominique Ouattara de voir des enfants avec des implants et appareillés en situation d'apprentissage. Dans chacune des salles visitées, la présidente de la Fondation Children of Africa découvre des apprenants déterminés à surmonter leur handicap pour acquérir le savoir. Pour les tout-petits et les enseignants, elle a des mots d'encouragement et surtout des félicitations pour l'initiatrice de ce centre, Son Altesse royale, la princesse Lala Asma. Après cette visite guidée, Dominique Ouattara a pu suivre la présentation d'une capsule vidéo produite par le ministère marocain de la Solidarité qui met en lumière le programme d'accompagnement pédagogique dédié non seulement aux familles des enfants sourds, mais aussi les défis quotidiens auxquels les sourds sont confrontés dans la société marocaine. L'actualité, c'est aussi le 8 mars. Et dans le monde, aujourd'hui, on a marqué une pause. Les femmes sont au centre des réflexions à propos de l'avancée de leurs droits. L'heure est donc au bilan, en Côte d'Ivoire notamment. Quels sont donc les acquis à consolider? Que reste-t-il à améliorer pour plus de droits et de promotion des femmes? Les associations féminines se mobilisent partout, notamment au ministère des Affaires étrangères, à la FESACI et bien d'autres secteurs. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'heure est certes à la célébration des acquis, mais surtout à la promotion de l'égalité des sexes. Je voudrais féliciter le ministère qui s'engage véritablement à nous aider, en tant que femmes, à être des piliers de développement pour cette nation. Le ministre Léon Kakou Adom
est revenu sur les avancées de la Côte d'Ivoire et de son ministère en matière de promotion du genre. Vous avez de nombreuses femmes au gouvernement, de nombreuses femmes dirigent les institutions publiques. Aux affaires étrangères, vous verrez d'ailleurs à mon cabinet qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Nous espérons pouvoir atteindre sinon la parité complète, au moins faire en sorte que les femmes au niveau de la diplomatie aient une présence qui les rassure elles-mêmes. Au sortir de cette cérémonie, le ministre Léon Kakou Adom a invité les femmes à s'investir davantage dans ce département ministériel et à rester au service de la Côte d'Ivoire. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire s'attelle à respecter le quota de 30% de femmes imposé dans les assemblées décisionnelles. Pour preuve, sur 10 postes de direction, 4 femmes sont désignées. C'est donc pour célébrer ces nominations et les droits de la femme que le personnel féminin de la DEGAMP s'est réuni le 8 mars 2024. Les femmes de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires se félicitent des avancées pour les droits féminins, mais soulignent que beaucoup reste à faire. Vu le nombre croissant des femmes, nous souhaiterons bénéficier d'une dotation contributive à l'effet de nous permettre de mener à bien notre mission. Plus de 400 femmes de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires ont participé à cette 47e célébration des droits de la femme. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. C'est autour de ce thème que les femmes membres de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, se sont réunies en cette journée internationale des droits de la femme. L'objet de cette rencontre est de porter des réflexions en faveur de l'amélioration des conditions de la femme. Ce que nous souhaitons, c'est de s'aimer la graine du leadership, c'est-à-dire réveiller les consciences des femmes, leur faire comprendre qu'elles ont de la valeur, leur faire comprendre qu'elles peuvent ajouter un plus à ce qui existe déjà. Et quand la femme elle est en confiance, elle peut faire des miracles. Une initiative jugée opportune par d'autres membres de la FESACI venus apporter leur soutien aux femmes. Je suis entièrement satisfait de cette organisation-là qui désormais s'inscrit dans l'ordre des traditions, tant au niveau de la FESACI que nous dirigeons à un certain niveau. Les femmes, elles sont très bien organisées, donc elles méritent l'accompagnement que nous faisons. Un vibrant hommage a été rendu à feu Doya Mamadou Traoré. Pour rappel, il fut un membre fondateur et l'un des pionniers de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI. La distinction de certaines femmes a clôturé cette cérémonie. Les femmes de la commune d'Anyama ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2024. C'est sous le thème « Agir ensemble pour l'égalité », éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme, que ces femmes sont invitées à promouvoir leur autonomisation. Le point clé de cette cérémonie fut l'intervention du maire Fatim Bamba avec comme credo le financement des projets structurants pour les femmes de la commune. Le conseil municipal d'Anyama a inscrit dans le budget de l'exercice 2024 un fonds en vue du financement des projets des femmes. L'éradication de la pauvreté réside dans l'autonomisation des femmes qui sont les plus grandes pourvoyeuses de richesses. Cette célébration de la journée de la femme à Anyama fut marquée par un défilé des corps constitués de la ville, des forces de l'ordre, les services publics et autres couches sociales. L'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, en synergie avec les organisations de la société civile et le caucus des femmes sénateurs, passe en revue les textes de loi portant sur le quota de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. L'appel est lancé à faire de l'égalité du genre une réalité en Côte d'Ivoire. Frédéric Oula et Didier Nguessan. Mois de mars, mois de la femme, l'occasion choisie par la société civile pour revisiter les textes fixant la représentativité des femmes dans les instances de décision. Avec l'appui de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, cette rencontre traduit le plaidoyer des organisations de la société pour la réforme de la loi portant la représentativité des femmes en politique. Et il faut qu'on puisse aller vers une modification, une meilleure interprétation de cette loi sur le quota. Et c'est pour cette raison que nous avons réfléchi, c'est de faire porter le plaidoyer
sur les modifications par le Sénat et les députés. Malgré le quota de la représentativité des femmes dans les prises de décision fixées à 30%, sur le terrain, l'inégalité homme-femme en politique continue d'alimenter les débats. Sollicité, le caucus des femmes sénateurs s'engage à apporter les propositions issues de cette rencontre devant le Parlement. Aujourd'hui, il s'agit pour les parlementaires que nous sommes donc les représentants du peuple, d'écouter la société civile, d'écouter leurs propositions de modification de cette loi et de retourner en atelier nous-mêmes pour les travailler et voir dans quelle mesure, par rapport au pouvoir législatif que nous sommes, nous pouvons apporter des modifications pour accélérer la représentativité des femmes. La question de la parité, il y a d'abord une question de volonté et d'éducation aussi. Voyez-vous, il faudrait qu'on forme plus de femmes à la chose politique pour qu'en retour, elles s'y intéressent. En visite en Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat du Canada a apporté son soutien à la lutte pour une société égalitaire. J'aimerais d'ailleurs souligner les efforts importants en Côte d'Ivoire pour veiller à ce que les femmes aient toutes les chances d'accéder à un poste d'élu. Ces efforts portent fruit. La représentation des femmes au Sénat de Côte d'Ivoire a doublé en 5 ans. Quelle avancée remarquable. En Côte d'Ivoire, sur 201 maires, 24 sont des femmes. 2 femmes occupent des postes de présidente du conseil régional sur 31. À la tête des institutions, 2 femmes sont présidentes sur 16. Des disparités qui sont au centre de la révision des tests. Les femmes du FPI prônent aussi l'égalité des chances. À l'occasion du 8 mars, justement, elles ont organisé une conférence de presse sur la thématique retenue par notre pays, à savoir agir pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Le conférencier était le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Seulement Denis Songou et Régoré pour plus de détails. Pour la Journée internationale de la femme, le Front populaire ivoirien sensibilise l'ensemble des femmes de cette formation politique. Anne Yaoré, présidente des femmes du Front populaire ivoirien, au nom de son parti, salue l'initiative. La célébration tous les ans de cette Journée des droits de la femme reste pour le Front populaire ivoirien l'expression d'un défi dans le combat contre la discrimination de tout genre fait aux femmes. À cette rencontre qui met les femmes à l'honneur, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, a animé une conférence. La conférence a rappelé les origines de la journée, depuis les États-Unis jusqu'en Europe, la mobilisation des femmes pour défendre leurs droits. Pour nous, donc, ça a été une occasion de décliner à l'attention de l'auditoire, constitué principalement des femmes, le contenu du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des femmes, pour qu'elles sachent quel est le contenu. Le gouvernement ivoirien, qui fait de cette journée internationale de la femme une de ses priorités, s'est fait représenter à cette cérémonie. Nous nous réjouissons donc que d'année en année, la journée internationale devienne un rendez-vous annuel que personne ne veut rater. Madame la ministre salue véritablement l'initiative de cette conférence qui cadre avec les objectifs de cette célébration. Car la gifle se veut éclater sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Le thème retenu pour cette édition est « Investir en faveur des femmes ». Accélérer le rythme. Voilà, il faut investir en faveur des femmes qui ont plus de compétences et elles sont de plus en plus nombreuses, ainsi à briser les codes et à se lancer dans les métiers dits pour hommes. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, secteur du bâtiment et travaux publics, BTP, notamment, les femmes s'illustrent parfaitement aujourd'hui. Et donc, lors de cette célébration, la rédaction des RTI 1 met en lumière les femmes issues du BTP et celles-ci brillent dans leurs métiers respectifs. Elles s'imposent pour faire respecter leurs droits. Khalid Diomandi. Les gars, c'est là, allons plus vite, c'est là, allons plus vite, c'est là. Voilà 6 ans maintenant que Djeneba évolue dans le domaine du BTP, bâtiments et travaux publics.
Sur ce chantier où nous la retrouvons à Cocody, c'est elle la chef. Elle conduit une équipe de 12 personnes pour la réhabilitation de ce bâtiment. Bon, des formations même, j'ai fait le lycée professionnel de Saint-Pédro, où j'ai eu le BT en bâtiment. Je ne me sens pas complexée quand je dois diriger un chantier, puisqu'il y a longtemps je suis dedans, je travaille avec les hommes, il y a longtemps je suis dedans. Au niveau du boulot, en tout cas, quand je sens que quelque chose ne va pas, je leur dis directement, ah mon frère, ce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas. Madame Demandé Geneva, en tout cas, est une dirigeante très rigoureuse dans le travail. Je m'inspire de son parcours et puis je me force encore plus pour pouvoir augmenter encore mon niveau que j'ai dans le BTP. Geneva n'a aucun complexe à diriger des hommes, encore moins à négocier ses contrats. Quand je vais discuter à un client, je discute comme si j'étais un homme. Si tu donnes un bâtiment à un garçon à 1 million, moi, je ne vais pas venir et puis tu vas me dire non, comme tu es femme, je vais te donner ça, je vais te donner à 500 000. J'ai le même droit, je fais le même travail que les hommes et parce que aussi, je maîtrise mon travail aussi. Dans ce secteur, où les femmes ne représentent que 10%, la solidarité reste l'une de leurs forces. Geneva a fondé en 2023 le réseau des femmes artisanes du BTP. Sur ces chantiers, elle fait toujours appel à ses consoeurs, à l'instar de Nadège et Sandrine, spécialistes en maçonnerie. Un métier que les jeunes dames exercent avec fierté. J'ai commencé à exercer le métier de la maçonnerie grâce à l'agence Emploi Jeunes. En tout cas, le début n'était pas facile parce qu'avant de me lancer dans le projet, j'étais serveuse dans les bails maquis. Je dis merci à Dieu parce que grâce à ce métier, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à prendre soin de mes enfants. Aujourd'hui, je peux m'arrêter en face d'un homme et puis le défier au niveau de la maçonnerie. Bon, c'est un métier que j'adore beaucoup parce que en fait, c'était un défi pour moi parce que je me suis dit que si les hommes pouvaient le faire, pourquoi pas moi? Donc moi, je suis fière de moi et de ma formatrice également. Bien qu'ayant la maîtrise de leur métier, elles sont parfois confrontées à des propositions indécentes. Le respect de leurs droits, souvent foulé aux pieds. Souvent, vous travaillez dans des entreprises même où le gars même vient dire si tu couches avec moi, tu vas rester travailler dans l'entreprise jusqu'à ce qu'on finisse. Si tu n'acceptes pas aussi, je vais te chasser. Comme des championnes, elles ne cèdent pas à la tentation et s'imposent par leur travail. Nadège et Sandrine forcent l'admiration de leurs collègues. Bon, quand on voit une femme remuer le ciment, vraiment, je suis étonné. Pour une femme qui fait ça, c'est une femme courageuse. Et on voit maintenant que de nos jours, les femmes aussi ont beaucoup de courage. Donc elle aussi, elle peut diriger le monde. J'aime beaucoup voir les femmes travailler. Voilà. Surtout dans ce métier un peu difficile pour les femmes. À l'occasion de la 47e journée internationale des droits de la femme, Geneva, Nadège et Sandrine lancent un message à l'endroit de la jeune féminine. Quel que soit ton niveau scolaire, il faut apprendre un métier. Le métier ne trahit pas, le métier nourrit son homme. Les femmes, je vous encourage sincèrement à prendre vos métiers au sérieux et puis de vous lancer et de vous donner à fond dans tout ce que vous faites. Ne comptez pas sur garçon. Garçon, c'est vrai, mais le métier avant tout. Nos parents ont toujours dit non, que non, ton premier mari, c'est le travail. J'encourage les femmes à s'intégrer, à plus s'intégrer dans les métiers que font les hommes. Parce que si les hommes peuvent le faire, les femmes également, la preuve en est que moi, je suis là. Le réseau des femmes artisanes du BTP, dirigé par Geneva, compte 200 femmes maçons, carreleuses, peintres et ingénieurs en bâtiment. Elles sont plus que jamais déterminées à faire montre de leur talent et à tenir la dragée haute aux hommes évoluant dans le milieu du BTP en Côte d'Ivoire. Voilà, on brise donc tous les codes. Les femmes, vous l'avez vu, s'affirment et s'imposent dans tous les secteurs. Le football aujourd'hui, par exemple, n'est pas que l'affaire des hommes. Les femmes aussi pratiquent cette discipline. En Côte d'Ivoire, les footballeuses s'affrontent tous les week-ends dans un championnat, âprement disputé, un championnat que vous aimez. Mais posons-nous cette question. Quelles sont leurs réalités au juste? À quoi sont-elles confrontées dans ce milieu? Sont-elles épanouies? Nos reporters Ismaël Evra Adeo et Serge Coléa nous conduisent dans l'univers du football féminin. Grand terrain de Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, il est 8h. Ce jeudi, coach Mermoz et son équipe sont en pleine séance. Fini la trêve, le championnat national de football féminin reprend ses droits. Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine. Je pense que tout arrive parce qu'on manque cruellement de beaucoup de choses. On joue le championnat sans les vestiaires pour s'habiller, c'est un peu difficile parce que le terrain, il n'y a pas de vestiaire. Il faut s'habiller là où nous sommes, peut-être sur le banc même.
pour aller jouer des matchs, c'est un peu compliqué. Avec passion et dévouement, ces footballeuses se donnent à fond, même si elles ne bénéficient pas du statut juridique qui devrait accompagner leurs efforts et surtout protéger leurs droits. On parle des garçons et filles, c'est la même chose là au fait. Ils jouent avec les pieds, nous aussi on joue avec nos pieds. Voilà. Et je vois que nous avons essayé de voir par rapport à les subventions. Dans l'univers du football féminin, les réalités ne sont pas les mêmes que celles de leurs confrères hommes. Fatou, mère d'une fillette de 2 ans, a connu des moments difficiles au cours de sa grossesse. Ses dirigeants n'ont pas du tout apprécié. Je me rappelle le jour de l'annonce, le coach il était mécontent. Il n'était pas content, les coéquipiers, c'était quelques encouragements, d'autres, ça critiquait. Bon, moi, je n'ai pas écouté ça. J'ai bouché mes oreilles, j'ai continué parce que j'aime le football. Et aussi, j'aime ma vie d'être mère. De Gonzagueville à Ebimpe, d'un stade d'entraînement à un autre, l'engagement reste le même. L'homme a toujours l'impression d'être au devant alors que la femme a aussi ses droits puisque c'est le même entraînement. Donc, je pense à mon avis qu'il faudrait que la CAF et la FIFA mettent un couac et que c'est un plaidoyer au niveau des fédérations de valoriser le football féminin. Parce que l'émergence du foot même en général, c'est basé sur le football féminin en 2035. En Côte d'Ivoire, les femmes se retrouvent quelque peu isolées dans un environnement qui semble être taillé sur mesure pour les hommes. Les footballeuses ont du mal à vivre pleinement de leur activité. Pour le rendre professionnel, il va falloir déjà commencer par respecter un certain nombre de critères qui sont d'abord l'infrastructure au niveau des séances d'entraînement des filles, des matchs qui sont joués à des heures vraiment pas vraiment bien, et plus les accompagner avec un peu plus de matériel, les accompagner aussi au plan financier parce qu'aujourd'hui travailler permet de vivre de son art, il faudrait qu'elles arrivent à bénéficier d'un minimum au niveau des finances qui va leur permettre de faire face, puisque ce sont des dames et elles en ont besoin vraiment pour pouvoir évoluer. En attendant de professionnaliser le football féminin, la FIFA dit avoir mis en place de nouvelles dispositions pour aider au mieux-être des footballeuses. Aujourd'hui, il y a un minimum. Auparavant, la subvention était à 2,5 millions. Et aujourd'hui, la subvention est passée à 10 millions. Le club doit payer la prime de transport de la joueuse qui s'élève à 60 000 francs. C'est obligatoire. Maintenant, pour les salaires, ce n'est pas au niveau de la fédération. C'est le président du club qui fixe les salaires de ces joueuses. Ça dépend de comment est-ce qu'il va discuter avec la joueuse. Au même titre que les hommes, ces footballeuses revendiquent un regard bienveillant des dirigeants du sport roi. Les droits des femmes sont respectés dans le milieu du sport. La joueuse a droit à se marier, avoir une vie de famille. Elle a droit à prendre une grossesse. Et merci au président de la République que grâce à lui, nous aurons des infrastructures pour ne plus jouer les matchs le matin. Nous allons aller jouer les matchs maintenant les après-midi. Et je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se décanter. Célébrer chaque 8 mars la journée internationale des droits de la femme donne l'occasion aux footballeuses de revendiquer l'égalité du genre. J'aimerais que il y ait une égalité ici des droits au niveau homme-femme parce que les garçons ont droit à plusieurs choses que nous n'en avons pas. Le football, c'est le football. Les hommes, ils jouent 90 minutes, nous aussi on joue 90 minutes. On ne compare pas notre première division à celle des hommes. Mais au moins, quand la subvention des hommes passe à 100 millions, vous devriez penser à nous. Même si vous nous donnez au moins 50 millions ou 30 millions, ça peut aider le football féminin. Vous avez vu la CAN récemment. Les hommes ont fait vibrer toute l'Afrique entière, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous avons besoin juste que nos droits soient respectés. Dans l'ombre de son illustre aîné, le football féminin continue de se chercher une place au soleil. Une situation qui n'est pas faite pour favoriser l'épanouissement des footballeuses en quête de conditions de vie et de travail plus favorables.
Voilà, et en quête de plus de droits, les femmes vont trouver leur place au soleil, justement en zone rurale. Dans le village de Kodina, un village situé à 10 km d'Abengourou, les femmes ont pour activité principale la commercialisation de produits vivriers. Et grâce à cette activité, elles parviennent à assurer leur autonomie financière et sont de véritables soutiens pour leur famille, comme nous le rapporte Emmanuel Niamien. Kodina et son marché de vivriers. Un arrêt presque obligatoire pour tous les usagers de l'axe Abengourou-Abidjan. De retour d'une mission ou même d'un déplacement privé dans la région, les voyageurs en véhicule personnel qui veulent faire des provisions ont pour adresse principale ce village situé à 10 km d'Abengourou. Il y a plus de 3 ans, quand je suis de passage pour rentrer en famille, c'est ici que je m'arrête pour ravitailler ce qu'il faut pour la famille. Nos mamans, nos soeurs qui sont là, qui se défendent quand tu achètes même, tu penses que c'est une manière aussi de les encourager. Comme elles vendent au bord de la route là, donc chaque fois quand on a des passages, on gare, et puis on achète, arrivé à la maison, on donne à nos femmes. Ici, on trouve un peu de tout. Des bananes plantains, des tubercules d'igname, des tomates, entre autres, et plusieurs variétés de fruits. Moi, je vends tout. Je vends avocat, bananes douces, papaye, tout je vends pour débrouiller un peu, pour regarder mon fils, pour faire tout moi-même. Grâce à Dieu, je gagne un peu aussi. Les commerçantes de ce marché s'approvisionnent chez les cultivateurs du village et des localités environnantes. Karidia Choukanté est l'une des principales animatrices de ce marché. Elle vend dans cet espace depuis plus d'une dizaine d'années. Ce que je gagne, c'est ça, je prends pour m'occuper, mes enfants, mon mari, moi-même. Si je gagne un peu, je garde un peu, le reste là. Le marché des vivriers de Kodina existe depuis plusieurs décennies. Selon les témoignages, l'idée est venue de 5 femmes. Plus de 40 ans après, elles sont une cinquantaine aujourd'hui à vendre dans cet espace. Elles ont commencé à vendre avant, nous on n'était pas encore nés. Maintenant, on est nés, on est venu rentrer dedans encore, on va ensemble. Bon, qu'est-ce que ça se passe bien. Ici, ça vaut 20 ans. À ce côté, on nous a envoyé de l'autre côté aussi. Oui. Les gens de Goudron aussi nous ont ramenés ici encore. Donc on se débrouille pour nourrir nos enfants et nos parents. Pour mieux défendre leurs intérêts et pour faciliter l'entraide entre elles, elles ont mis sur pied une association, l'association Benkadi. La présidente, c'est elle. Donc on fait cotisation de l'argent pour aider nous tous. Ce que tu veux là, tu dois prendre dans le bureau là. Si tu veux 50 000, si tu veux 150 000 euros, tu prends dans le bureau là pour t'aider pour ton commerce. Donc on fait un peu de ça. L'autorité n'a qu'à nous aider pour nous faire grand patam. Parce que parasol qu'elle a là, c'est pas bon. Quand le vent sort comme cela là, ça ramasse tout pour jeter. L'eau rentre dans nos marchandises là, ça gâte. Au-delà de leur autonomisation qu'elles parviennent aujourd'hui à assurer, ces femmes sont aussi un maillon essentiel dans l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires. Ce 8 mars décrété Journée internationale des droits des femmes est donc l'occasion de les magnifier pour leur rôle essentiel dans l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Et notre voyage du 8 mars nous conduit maintenant à la société ivoirienne de télédiffusion. Notez que les femmes de cette entreprise ont fait le point de leurs droits et cette journée a été marquée par une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Fred Oulaye Jamagagi pour le reportage. Au centre émetteur d'Abobo, les femmes de la société ivoirienne de télédiffusion sont à l'heure du 8 mars, date de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ici, elle est marquée par une sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Vous savez, dans la société, quand une femme est malade, c'est toute la société qui est malade. Quand une femme est malade, c'est toute la famille qui est malade. Alors, il est important pour nous, à cette journée, de parler de ces deux cancers-là qui font des ravages dans le monde. Si la journée de la femme s'articule autour des bilans et des plaidoyers, ici, on note des avancées à IDT. Le secteur de la télédiffusion est un secteur généralement très masculin, mais comme vous pouvez le constater, ici au Centre national d'exploitation, nous avons des techniciennes, donc des dames qui s'attellent à faire en sorte que les images soient bien reçues sur les différents postes de télévision de la population. Le directeur général a fait énormément d'efforts depuis la création de l'entreprise. Nous voyons beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité. Adama Benoît Yeo, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion,
fait le point de la contribution des femmes au sein de l'entreprise à sa charge. Ces femmes au sein du travail, donc ce sont des femmes dévouées qui se montrent vraiment capables à tous les postes qu'on leur attribue. Et puis, donc avec la cellule genre qui est venue booster ces femmes-là, elles se montrent vraiment à la hauteur. Autre volet de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la remise de présents. Les femmes ont ensuite été invitées à une opération de dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette journée du 8 mars. Notez que la promotion des droits des femmes se poursuit. Il est nommé le 14 février 2024 par décret du président de la République. Arthur Aoussi, le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a été officiellement installé dans ses fonctions ce vendredi 8 mars au cours d'une cérémonie supervisée par l'inspecteur général des Finances et présidée par le directeur des cabinets adjoints du ministre des Finances et du Budget. Notez que le nouveau DG est un pur produit du Trésor qui, en 27 ans, a gravi tous les échelons de cette administration. Il succède à Jacques Assaoré-Conan, l'actuel ministre de l'Environnement. Arthur Aoussi est diplômé du cycle supérieur de l'ENA, option Trésor, et est titulaire d'un master en sciences de la recherche opérationnelle obtenu aux États-Unis d'Amérique. On va maintenant parler de la sensibilisation des populations des zones à risque qui s'accentue du côté de Bingerville. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara et Jacob Kinibois. Bingerville. Avant l'opération de démolition prévue du 9 au 17 mars, les propriétaires de commerces aux abords de cette voie de la cité Itale sont conscients qu'ils doivent quitter les lieux. Ils ont reçu des mises en demeure depuis le 28 février 2024 et la direction technique de la mairie est sur le terrain pour le leur rappeler. Je suis prêt à partir. Je suis ici d'accord avec le travail de la mairie. Mais la mairie aussi n'a qu'à avoir pitié de nous, même si on peut gagner un autre coin pour nous aimer là-bas, ça nous fait un grand plaisir. Autre lieu, Korogobougou, ce site laisse entrevoir des risques en cas de forte pluie. Les travaux à réaliser et les distances à respecter relativement au passage naturel des eaux de ruissellement sont d'actualité. Lorsqu'il y a un ouvrage comme ça, on a une distance de recul de 20 mètres de part et d'autre. Au quartier sans loi, appelé aussi EECI, l'État réalise des travaux de prolongement du canal primaire, de drainage des eaux pluviales, du site des logements sociaux jusqu'à l'exutoire. L'endroit pourrait ne plus figurer au chapitre des sites à démolir. La chefferie est plus que sereine et rassure. Depuis l'année dernière, les travaux ont été effectués au niveau de chez nous ici. Donc depuis ce temps-là, nous n'avons plus de problème d'inondation au niveau du quartier. Donc nous tenons à remercier le président de la République et le député Maïssou Doumbia pour ce qu'il nous a apporté au sein du quartier comme le développement. À côté de ces travaux, la mairie de Bingerville a anticipé en effectuant des ouvertures de voies, des reprofilages et des caniveaux. À Paris Village, toujours à Bingerville, précisément au quartier Ezieux, la construction d'un bassin de rétention d'eau d'une capacité de 756 mètres cubes a permis d'éviter les inondations l'année dernière. Le premier responsable des lieux dit avoir investi plus de 28 millions de francs CFA. Depuis 2023, suite à la fin des travaux, on n'a plus d'inondation. La dernière grosse pluie qui est arrivée, qui a coupé Bingerville en deux pendant quelques jours, on n'a rien ressenti ici. Pour l'équipe municipale, priorité est faite au bien-être des populations. Dans le district autonome d'Abidjan, 176 sites à risque, dont 77 en situation critique, ont été identifiés. Le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo rassure que tous ne feront pas l'objet de démolition systématique. Le gouvernement donne la priorité à une trentaine de sites à haut risque. Il exhorte aux valeurs de solidarité et d'humanisme face à la situation des personnes vivant dans les quartiers à déguerpir.
Et sur le terrain politique à présent, notez qu'il y a eu dernièrement des nominations au PDCI RDA et des cadres issus du parti et qui ont fait leur adhésion au RHDP et apportent des éclairages sur ces nominations. Les détails avec Éric Gori. Ndoye Raymond, Gwali Dodo Junior, Kambire Olo Alphonse sont des cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, reconnus comme tels selon les tests en vigueur. Transfuges du PDCI RDA, ces personnalités ne sont plus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA et son président, M. Tidjane Thiam, ont rendu public la liste des membres des instances de leur parti en son article 1 relatif au district autonome d'Abidjan. J'ai été nommé membre de la cellule de support du district d'Abidjan. Ces personnalités réaffirment leur attachement au RHDP et aux idéaux du parti. Je voudrais ici, devant vous, dire que je condamne cette forfaiture et m'érige contre cette méthode du parti, dit Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il vous souviendra que le 29 décembre 2022, au Sofitel Hôtel d'Ivoire, devant toute la sommité du RHDP, vice-président, président du directoire, secrétaire exécutif, membre des différentes instances, j'ai fait une déclaration solennelle d'adhésion au RHDP. J'ai fait cela pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Et depuis cette date, je consacre toute mon énergie au rayonnement du RHDP dans ma base à Koumassi, aussi bien que dans ma région d'origine, à Dzopé. Absent à cette conférence, Gwali Dodo s'était déjà exprimé à travers un communiqué. Gwali Dodo devait être ici ce soir, mais il est en séminaire, il n'a pas pu venir. Cette liste publiée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a enregistré plusieurs imperfections selon des observateurs. Voilà, et toujours au PDCI, notez que le secrétariat exécutif du PDCI RDA est désormais aux mains d'Emo Sylvestre et succède à Maurice Kako Gikawe qui lui a passé la main. C'est Denis Davila pour le reportage. Le secrétariat exécutif du PDCI RDA change de tête. Emo Sylvestre est depuis ce mardi nommé au secrétariat exécutif en chef du PDCI RDA par le président du parti, Tidjane Thiam. Le maire de Port-Boué succède à Maurice Kakou Gikawe. Je mesure la haute responsabilité qui est désormais la mienne. Comme le professeur d'hier, qui m'a encadré pour devenir le docteur d'État en médecine que je suis aujourd'hui, j'ai eu le privilège de bénéficier de votre soutien et de votre encadrement politique pour certainement mériter humblement d'être désigné par le président Thiam pour vous succéder. Et soyez-en sûrs, je ne me gênerai jamais de recourir à vous pour bénéficier de vos lumineux et précieux conseils. Après 10 années à la tête du secrétariat exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakou Gikawe quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. La nomination du docteur Sylvestre Remou honore la mémoire du président Henri Konan Bédié qui était d'accord avec nous pour rajeunir le secrétariat exécutif. L'inspecteur général du PDCI RDA, Niamien Goran, a supervisé cette passation de charge au nom du parti. Il a rendu un vibrant hommage à Maurice Kakou Gikawe pour son dévouement et son engagement au service du PDCI RDA. Et on va aussi évoquer la 13e édition des Jeux africains. L'événement sportif se tient à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars 2024. Et il réunit 54 pays qui vont s'affronter dans 29 disciplines pendant plus de 2 semaines. 5000 athlètes d'élite venus de toute l'Afrique vont également tenter d'obtenir une qualification officielle pour les Jeux olympiques de Paris 2024. La Côte d'Ivoire est représentée avec une quarantaine de compétiteurs.
Et on va terminer par le Sénégal, où la date de la présidentielle est désormais connue. Les Sénégalais se rendront aux urnes le 24 mars prochain pour élire leur président de la République. La campagne électorale démarre officiellement demain, 9 mars, et elle va durer 12 jours au lieu de 21 selon la loi électorale. 19 candidats sont en liste, mais des questions demeurent, notamment le souci de mener campagne pendant le mois de Ramadan qui débute le lundi 11 mars prochain. Un autre fait qui préoccupe les Sénégalais, c'est la détention provisoire de l'un des candidats. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, favori de l'opposition qui concourt en remplacement d'Ousmane Sonko, qui est toujours en prison. Point final de ce 20h. Notez que quand on aime, on n'a pas le temps de juger. Alors, comme Mère Teresa, prônons l'amour et l'égalité des chances. Bonne célébration du 8 mars à toutes et à tous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly.